secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, mon grand frère Ibrahim Gueye, qui est aussi connu, au-delà de ses fonctions, par son intérêt particulier et tout simplement intellectuel sur toutes les questions liées au développement de façon générale. Je salue Monsieur Mamadou Mansour Diagne, qui aussi représente notre partenaire technique et financier, l'USAID, donc la contribution du peuple américain dans le développement économique et social de notre peuple sénégalais. Je salue notre partenaire, collaborateur dans le cadre de ces activités que nous menons ensemble depuis presque 6 mois, c'est-à-dire l'Irak, l'Union des associations communautaires, avec qui nous travaillons dans la déclinaison des activités et des réflexions produites dans ce cadre-là auprès des populations les plus éloignées. Mesdames et messieurs, je dois aussi particulièrement saluer la présence des partenaires qui sont des partenaires d'exécution au niveau local, avec qui nous avons signé aussi des conventions de partenariat. Il s'agit du conseil départemental du Tivaouane, aujourd'hui représenté par son secrétaire général, M. El Hadji Malick Diop, ancien maire de Tivaouane, qui est aussi un expert connu dans le domaine des finances décentralisées au niveau de l'UEMOA. Monsieur le secrétaire général du conseil départemental de Saint-Louis, M. Dia, ici présent également, qui aussi est un expert connu en matière de décentralisation et développement local. Ce sont les 2 collectivités territoriales avec qui nous avons cheminé dans le cadre des activités de ce projet pour nous permettre d'ancrer ce que nous faisons au niveau territorial et local dans le cadre de conventions dûment signées à cet effet. Nous remercions tous ceux qui sont là, tous les services. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir presque tous les services des finances publiques, aussi bien la DGID bien représentée, la direction du budget, mais aussi le Trésor aussi bien représenté dans le cadre de cette activité. Et également tous les autres acteurs de la société civile avec qui nous travaillons au quotidien sur les mêmes chantiers, à savoir particulièrement aujourd'hui les chantiers de la participation, de l'accès à l'information, de la redevabilité des politiques publiques, particulièrement les politiques publiques relatives au financement tout simplement du développement national et qui passe par donc le budget. Et toutes nos activités réunies, telles qu'elles peuvent être, contribuent tant soit peu à ce que nous puissions améliorer les conditions dans lesquelles les ressources domestiques sont mobilisées dans notre pays et surtout redistribuées en faveur des intérêts des populations, plus particulièrement surtout les populations les moins outillées à accéder au niveau des centres de décision. C'est en fait tout l'intérêt que nous avons eu, l'ex-Africa, à répondre à l'initiative de l'État du Sénégal, accompagné par son partenaire l'USAID, pour que les acteurs qui sont en dehors de la sphère de l'État peuvent aussi jouer un rôle et contribuer dans le cadre du schéma de gouvernance participative inclusive, mais également dans l'esprit des réformes des finances publiques
dans l'espace IMOA qui sont domestiqués au niveau du Sénégal. Ces objectifs politiques sont notre intérêt quotidien. Et il s'agissait donc d'une rencontre heureuse entre une volonté publique et également une volonté de participation citoyenne d'organisations comme les nôtres qui travaillons pour surtout relayer les préoccupations des populations, mais également contribuer à la formulation des politiques publiques et surtout à leur redevabilité. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ex-Africa, avec URAC, nous avons répondu à l'appel, à la proposition de projet de l'USAID dans le cadre de ce projet appui à la gestion des finances publiques qui est mis en place à travers le cabinet Deloitte pour pouvoir donc contribuer à cet objectif final. Notre collègue Mamadou Mansour reviendra de façon beaucoup plus précise sur les finalités et objectifs de ce programme. Nous allons surtout essayer de montrer quelle a été notre proposition et pourquoi cette proposition. Donc, je l'ai dit tantôt, il y a une congruence entre la volonté publique et également une offre citoyenne dans ce domaine. C'est pour cela que l'EX et URAC ont proposé un certain nombre d'activités dont l'objectif est d'améliorer la participation citoyenne et la transparence des politiques budgétaires au Sénégal. Et cela se fait par rapport à un certain nombre d'enjeux que nous avons considérés. Il s'agit d'abord des enjeux liés à l'importance d'une mobilisation des ressources domestiques beaucoup plus efficace par rapport au paradigme international de financement du développement qui insiste sur l'exploitation accélérée des ressources naturelles pour arriver à une croissance, mais également qui favorise des mécanismes de participation ou de partenariat avec les secteurs privés et également qui doivent prendre en charge en fait les perspectives actuelles, vous allez dire finalement reconnues du développement qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'une approche locale. Et les gens à ce point-là sont très bien identifiés, déjà même dans la formulation des politiques publiques, parce que l'État partage avec nous ses préoccupations par rapport au déficit budgétaire, partage avec nous également sa volonté et les efforts qui sont faits pour améliorer davantage donc, la mobilisation des ressources, mais également partage ses préoccupations pour aller vers un développement beaucoup plus équitable, aussi bien sur le plan social et territorial. Et donc, c'est sur ce plan-là que nous avons jugé nécessaire de baser notre formulation, non seulement sur les questions de transparence et de participation au niveau du processus d'élaboration des politiques budgétaires de façon générale, mais surtout sur les préoccupations liées aux objectifs de développement territorial, qui renvoient tout simplement à la finalité de la politique de décentralisation, dont l'horizon 2025 est d'arriver à des collectivités territoriales qui sont fortes, qui sont viables, compétitives et durables surtout. Et cela va également en étroite corrélation avec aussi, en plus des compétences qui sont décentralisées, mais davantage de pouvoir et de moyens aussi qu'il faut donner à ces collectivités territoriales-là. Mais également, c'est dans un contexte dans lequel le Sénégal entre dans cette dynamique globale d'accélération de l'exploitation des ressources en décidant d'améliorer l'exploitation des ressources naturelles de façon générale, mais plus particulièrement comme nous le vivons depuis les 10 dernières années, les ressources
extractives, c'est-à-dire minières. Et aujourd'hui, nous allons, en 2024, entrer dans cette phase d'exploitation des ressources en hydrocarbures, le gaz particulièrement et aussi du pétrole. Donc dans ce contexte-là, il y a des enjeux aussi d'optimisation des revenus que le Sénégal peut tirer de cette nouvelle économie pour pouvoir redistribuer ces revenus-là vers les populations les plus défavorisées, en priorité celles qui sont directement impactées par ces opérations minières, parce qu'il faut le rappeler, même s'il y a une rente qui est attendue, il y a aussi énormément d'externalités négatives qui proviennent des opérations extractives et donc beaucoup de choses qu'il faut tout simplement essayer de corriger ou bien sur lesquelles il faut anticiper pour pouvoir ne pas déséquilibrer la structure économique globale, mais surtout ne pas continuer à étendre également l'amplitude des inégalités, parce que comme nous le savons, dans les pays où ces ressources existent et qui ont les mêmes caractéristiques que le Sénégal, c'est-à-dire les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ou bien à organisation institutionnelle donc pas très robuste, le risque est qu'il y a de fortes inégalités qui se développent à partir de là, parce qu'il y a une partie, une minorité qui peut profiter de cette nouvelle économie au détriment de la majorité et surtout celle qui vit d'activités économiques durables, comme certaines que nous avons eu à rencontrer dans le cadre de ce travail. Donc le choix de Tivaouane et de Saint-Louis n'est pas fortuit, parce qu'on a choisi deux collectivités territoriales où il y a une concentration d'exploitation minière Tivaouane, où il y a également un impact direct sur des secteurs économiques avérés liés à l'exploitation offshore du gaz au large de Saint-Louis. Et donc, ceci nous a permis d'aller, dans le cadre de ce travail-là, au contact de ces populations et de ces acteurs qui sont concernés, aussi bien dans le département de Tivaouane que dans le département de Saint-Louis, pour pouvoir comprendre avec elles, ces populations-là, les préoccupations et les priorités qu'ils ont à leur niveau, et voir comment maintenant les dispositions légales, contractuelles et même non contractuelles qui existent en termes de mobilisation des ressources qui doivent être redistribuées au niveau des collectivités territoriales sont effectifs et efficaces. C'est ce que justifie notre choix de faire cette étude, parce que tout ce qu'on doit faire ou bien tout ce qu'on doit dire, nous devons l'axer sur des bases évidentes. Et ces bases évidentes-là, il n'y a que la recherche et le partage de savoir par des échanges comme ce que nous essayons d'avoir après aujourd'hui qui peuvent le permettre. Et donc c'est cela qui nous a amené à faire ce travail-là, que nous nous rendons compte, parce que nous ne sommes pas trop pressés dans ce plan-là, parce que ce qui est important, c'est les résultats finaux. Nous nous rendons compte que plus que nous rencontrons des acteurs, plus que nous avons besoin de prendre de temps pour préciser véritablement donc, les conclusions que nous allons partager. Et donc, c'est un peu ce que justifie cet atelier d'aujourd'hui, où nous allons essayer de partager avec vous les résultats, mais je suis tenté de dire toujours encore les résultats provisoires de ce travail, parce que nous allons les confronter également à d'autres points de vue que nous n'avons pas encore eu. Par exemple, je profite de le dire, nous n'avons pas eu la possibilité jusqu'à présent d'avoir une rencontre avec le Trésor public, mais je suis content et heureux d'avoir aujourd'hui mon frère Beydi présent. C'est par manque de temps et d'agenda, parce qu'on a beaucoup échangé à distance, mais on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se mettre ensemble, même si nous avons quand même rencontré vos collègues dans les régions au niveau de Saint-Louis et à Tivaouane. Et donc je pense que nous continuons ensemble à créer ce savoir, à produire cette connaissance qui doit être utile pour que le citoyen sénégalais, en fin de compte, soit bien informé et bien outillé pour jouer sa partition dans les politiques publiques des finances. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce qui justifie notre présence aujourd'hui. J'ai pris le temps d'expliquer tout ceci parce qu'il s'agit en réalité de la première activité en présentiel que nous menons aussi ici à Dakar, au niveau central,
avec les différentes autorités, même s'il y a eu beaucoup de réunions que nous avons eues. Et donc, c'est l'occasion de réfléchir donc la mémoire à tout le monde sur les objectifs de ce travail que nous faisons, que nous avons fait pendant une période de 6 mois et que nous espérons pouvoir continuer à approfondir si tout le monde en voit l'intérêt, bien évidemment, surtout pour nous, l'intérêt le plus essentiel, le plus déterminant, c'est celui-là du citoyen sénégalais, où est-ce qu'il peut se trouver à pouvoir davantage contribuer à l'élaboration, à la formulation, à la mise en œuvre, mais surtout à la redevabilité des politiques publiques, surtout celles qui sont centrales, liées à la loi la plus importante après la loi Constitution, c'est-à-dire la loi des finances, qui redistribue les ressources de notre nation vers ce peuple-là, à qui appartiennent justement les ressources, toutes les ressources. Et donc ça aussi, c'est une confirmation constitutionnelle sur les bases de laquelle nous travaillons tous. Donc voilà, mesdames et messieurs, le propos introductif que je voulais juste partager avec vous pour nous permettre tous d'être en phase par rapport à cette journée qui nous réunit. Voilà, donc, voilà, d'accord. Je retourne donc à Bigué, donc, comment dirais-je, cette responsabilité de redistribuer la parole à ma suite. Et merci à tout le monde. Merci, Président. Merci pour la générosité de cette introduction qui permet de poser les bases de ce travail sur lequel on s'engage. J'en profite également pour adresser mes salutations chaleureuses à l'honorable Alphonse Mané Sambou, qui ne cesse de manifester sa disponibilité depuis qu'on est entré en contact. Et dire aussi que la territorialisation des politiques publiques requiert une appropriation de ces dites politiques publiques par les leaders locaux, mais surtout par les communautés locales, qui ainsi pourront exercer pleinement le contrôle citoyen et promouvoir la redevabilité. C'est ce à quoi contribue notre partenaire BURAC, qui, par son maillage territorial, informe et sensibilise les communautés sur les thématiques cruciales relatives à la gestion des finances publiques. Et BURAC est aujourd'hui représenté par Souleymane Bouk, son vice-président, ou devrais-je dire Monsieur le maire, à qui je passe la parole pour son introduction. Je commencerai d'abord par le représentant du ministre des Mines, le représentant du ministre des Finances, monsieur le président de l'Aide Africa, Eliman, monsieur le représentant de l'USAID, appui à la gestion des finances publiques, monsieur Mansour Diagne. Je pense que je ne serai pas long, puisque Eliman a un peu campé le débat en présentant les objectifs, en déclinant en tout cas le partenariat qui existe dans le cadre de ce consortium entre l'URAC et l'Aide Africa. L'URAC qui est une fêtière de radio communautaire installée au niveau des 14 régions du Sénégal et qui était embarquée avec l'Aide Africa dans le cadre de ce projet extrêmement important en assurant surtout la communication sociale par rapport à la transparence, à la participation du public sur les finances locales. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agira peut-être de partager cette étude qui est extrêmement importante pour nous et dire qu'en tout cas, ce partenariat nous a permis en tout cas d'apprendre beaucoup de choses dans le domaine des finances publiques. Et c'est l'occasion de remercier tous les acteurs en tout cas qui ont répondu à notre invitation, mais surtout les acteurs sur le terrain que nous avons eu à côtoyer, les personnes avec lesquelles on a eu à susciter des débats au niveau des radios communautaires. Je voudrais remercier tout le monde et dire qu'en tout cas, ce partenariat a été un partenariat très fécond. Et remercier les acteurs, remercier les partenaires, surtout l'USAID, appui à la gestion des finances publiques, qui a cru en ce projet et qui nous a beaucoup accompagnés du point de vue technique comme du point de vue financier. Merci Bigué, je ne serai pas long parce que je pense, comme je l'ai dit tantôt, Eliman a, en tout cas, dans le cadre de sa note introductive, a expliqué les tenants et les aboutissants qui nous ont permis de répondre à l'appel à proposition de l'USAID. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Souleymane. C'est en effet un partenariat très fécond avec... Vous me permettrez donc de placer quelques mots, d'abord de salutation, ensuite
quelques mots sur le projet USAID Appui à la gestion des finances publiques. Et peut-être avant aussi de finir par quelques propos sur le prétexte de cette rencontre d'aujourd'hui, la restitution de l'étude sur les ressources budgétaires. Donc je disais que je suis donc M. Mamadou Mansour Diagne, donc le bourg des Falen et des Niangen, représentant le projet USAID Appui à la gestion des finances publiques. Vous me permettrez donc d'abord de vous transmettre les salutations du chef de projet, M. Jean-Marc Lepin, qui est actuellement hors du territoire national, et de son adjoint, Serigne Amadou Sey, qui est aussi un ancien du Trésor, et donc qui vous transmettent leurs salutations. Je signale aussi que je suis dans la salle avec mes collègues, Madame Maïmouna Samb, qui est à ma droite, qui est chargée des questions de communication au niveau du projet, et de Pape Sanou Faye, qui est aussi chargé des ressources, des subventions, surtout pour les OSC. Et monsieur le représentant du ministère des Mines, monsieur Mamoud Diop, représentant de la DGB, qui est aussi notre point focal au niveau du ministère des Finances et du Budget, monsieur le président de l'Irak, et monsieur le vice-président de l'ex-Africa, monsieur le vice-président de l'Irak, chers participants en rang et qualité, nous vous saluons. Nous avons aussi le plaisir de constater que dans la salle, nous remarquons la présence d'autres organisations de la société civile qui sont aussi partie prenante du projet. Et donc ça traduit l'esprit de synergie et on va dire collaboratif qui existe aussi entre les différents acteurs qui interviennent dans le cadre du projet. Ce que nous magnifions. Je pense qu'on a cessé de le relever, de souligner l'intérêt qu'il y a à construire des interactions entre acteurs qui évoluent dans le même projet. Et donc le fait qu'on ait cette présence, on va dire active, au niveau de cette rencontre, nous rassure de ce point de vue. Le projet USAID Appui à la gestion des finances publiques a le plaisir d'être là parce que cet atelier se déroule effectivement dans le cadre du programme que nous déroulons maintenant depuis 2 ans au niveau du Sénégal. Programme qui est initié par le gouvernement sénégalais et le gouvernement américain dans le cadre de la mise en œuvre des réformes sur les finances publiques. Vous le savez tous mieux que moi, en accord avec les directives de l'UEMOA, notamment sur les questions liées à la transparence. Et il est heureux de constater qu'au niveau du Sénégal, il y a déjà une forte internalisation de ces directives au niveau de nos lois, de nos textes, et qui régissent le fonctionnement de ces questions au niveau du Sénégal. Et donc, c'est le lieu de magnifier le leadership, le fort leadership du gouvernement, donc du Sénégal, sur ces aspects-là. Et donc, c'est ce même gouvernement qui avait émis l'intention au niveau de celui américain d'être accompagné pour que la mise en œuvre de ces réformes soit efficace. Et c'est pourquoi ce projet existe maintenant depuis 2 ans pour accompagner non seulement l'essentiel des ministères du gouvernement, mais aussi pour élargir cet accompagnement aux acteurs non étatiques, en l'occurrence les OSC, les organisations de la société civile, qui effectivement aussi interagissent avec les structures gouvernementales sur la thématique d'enjeu, qui est la thématique de la transparence budgétaire et la participation du public au processus du budget. C'est le lieu de relever que ce projet a essentiellement 3 composantes. La première composante, c'est la composante amélioration de la transparence budgétaire et la participation du public au processus budgétaire. C'est dans le cadre d'ailleurs de cette composante-là que se déroule cette activité-là. Et j'ai l'honneur d'ailleurs de coordonner cette composante. La deuxième composante, c'est la composante qui vise à améliorer la programmation, la préparation, l'efficacité de la mise en œuvre du budget et la gestion de la réforme comptable, qui est donc coordonnée par le chef de projet adjoint, M. Serigne Amadou Sey. Et la troisième composante de ce projet, c'est la composante qui vise à renforcer les contrôles internes et externes. Parce que vous savez tous qu'au niveau du Sénégal aussi, il y a beaucoup de structures qui sont logées au niveau des ministères qui assurent le contrôle interne. Et au niveau aussi, en dehors du gouvernement, il y a d'autres structures comme la Cour des comptes
qui assure ce contrôle-là. Et nous avons l'honneur d'assurer aussi un accompagnement pour toutes ces structures au niveau national. Rien que la comptabilité qu'on a fait de manière sommaire des activités qu'on a eu à dérouler depuis que le projet a été lancé en janvier 2021, nous en sommes à environ à plus de 130 activités qui ont été déroulées au niveau national. Nous avons aussi plus d'une trentaine d'entités qui ont été accompagnées. Et quand je dis entités, comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi bien des entités étatiques que des entités non étatiques, en l'occurrence le consortium Lex-Africa URAC. C'est plus de 2800 aussi personnes qui ont bénéficié aussi d'un renforcement de capacité. C'est aussi bien des acteurs qui sont au niveau du gouvernement que des acteurs qui sont en dehors du gouvernement. Et donc, ça nous rassure sur le fait que la pertinence de ce projet est là et que les requêtes aussi continuent à nous parvenir. Au moment où je vous parle, nous avons encore d'autres requêtes qui proviennent des différents ministères sectoriels pour bénéficier de l'accompagnement, plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, entre autres capacités à soutenir. C'est pourquoi donc nous sommes aussi heureux de constater qu'il y a des organisations de la société civile qui sont dans ce pays et qui ont la même volonté de l'État d'accompagner, en tout cas de renforcer les capacités en matière de transparence budgétaire. Faire en sorte que tout le processus budget soit le plus inclusif possible et en tenant compte aussi de la finalité qui est de satisfaire la demande sociale à l'échelle nationale, mais aussi pour la diaspora. Et donc, nous, notre volonté, c'est de rajouter notre volonté à celle qui est triple, celle de l'État, celle des acteurs non étatiques, donc la société civile, mais celle aussi des populations. Donc, c'est cette triple volonté que nous essayons de renforcer pour arriver à ce qu'on appelle la transparence budgétaire, pour arriver à ce que aussi, de manière plus globale, la gestion des ressources, des finances publiques soit une gestion efficiente et en rapport avec les objectifs qui sont les vôtres. Maintenant, pour en venir à la journée, donc au prétexte de notre rencontre d'aujourd'hui, qui est donc la restitution de l'étude sur les ressources budgétaires et les mécanismes de transfert vers les collectivités territoriales, en rapport bien évidemment avec les ressources extractives. C'est dans le prolongement de deux autres restitutions qui ont déjà eu lieu à Tivaouane et à Saint-Louis, et auxquelles aussi on a participé avec bonheur. Et donc, c'est une excellente chose en fait qu'au niveau national, qu'on ait ce partage pour permettre d'élargir l'assiette de challenge de cette étude-là, l'assiette de confrontation des idées, l'assiette de confrontation aussi des propositions, pour que, comme le disait Eliman tout à l'heure, que le produit au final soit un produit qui soit profitable à tout le monde. Parce que c'est une chose de faire une étude, mais c'est une autre chose aussi que cette étude, en tout cas les recommandations qui sortent de cette étude-là, puissent servir à toutes les parties prenantes qui sont concernées. Parce que je pense que c'est ça là aussi la finalité. Donc notre attente, nous, à notre niveau, c'est que durant cette journée, que des propositions critiques, mais de manière positive, puissent venir enrichir cette étude-là. Parce que nous pensons que c'est tout l'intérêt de toutes les parties prenantes qui sont concernées, aussi bien au niveau du gouvernement, qui pourrait s'adosser, en tout cas s'appuyer sur cette étude-là pour améliorer ces processus de prise de décision. C'est aussi l'intérêt pour les autres acteurs non étatiques d'enrichir leurs données, d'enrichir aussi leurs propositions à l'endroit de l'État. Donc c'est sur ces propos que je voudrais donc remercier donc, le consortium pour avoir tenu tenir cette session, remercier aussi tous les participants qui sont dans cette salle et pour avoir honoré de votre présence cette rencontre, en espérant qu'au bout du compte, on aura de la qualité pour le document en fait qui sera finalisé à l'issue des différentes interactions qui auront lieu. Donc je souhaite plein succès à cette rencontre et vous remercie par avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mansour, et je suis très content que tu aies parlé de synergie entre les acteurs.
ce qui est bien le cas avec nos collègues de la société civile, notamment OCDEA, le Conseil national de la jeunesse, Alphadev, Ecopop et tous les autres, qui sont partie prenante de toutes nos activités, même au niveau local. Et cette synergie est en effet importante pour assurer la cohérence et surtout la complémentarité des informations partagées au grand public. Cette synergie est l'ADN du consortium, particulièrement de Lex-Africa, qui, par une approche inclusive, implique et sollicite les acteurs pour contribuer et accompagner les interventions. Et on est content à chaque fois de trouver du répondant à ces sollicitations, notamment auprès du ministère des Finances et du Budget, qui, comme les autres, n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le déroulement des activités et la réussite de la contribution du consortium. Et le ministère est aujourd'hui représenté par Sété Mamoudjo, à qui je passe la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Bigué. Je ne voudrais pas être long parce que déjà le sujet est campé, le contexte, les enjeux sont partagés et largement, nous sommes largement d'accord sur ces développements. Peut-être marquer de notre présence, notre adhésion à ce projet. Et depuis que le DGB, depuis que le ministre des Finances était DGB, nous avait instruit de prendre toutes les dispositions pour accompagner la société civile, les organisations de la société civile, surtout en matière de gestion des finances publiques. Et depuis, on a des liens avec l'USAID qui, avec son programme d'activité de travail annuel, chaque fois on a un certain nombre de travaux, nous sommes invités et nous participons à ces activités. C'est le temps, peut-être, c'est le moment d'ailleurs de féliciter Lex-Africa et Irak qui nous a associés pratiquement sur toutes leurs activités. Il en est de même pour les autres organismes de la société civile. Des fois, on a des contraintes de temps, mais nous essayons autant faire que je peux de les accompagner, d'assister à leur séance. En tout cas, je ne veux pas trop développer parce que j'ai hâte vraiment de voir l'étude. Parce que souvent en administration, surtout en matière de gestion des finances publiques, nous sommes très accros aux procédures, aux textes, de fait que des fois on n'a pas souvent le retour du citoyen ou bien de la population. On n'a pas souvent ce retour. Et cette étude-là, qui est allée peut-être au fond, va nous donner en tout cas un retour satisfaisant du client. Parce que presque toute l'administration est en train d'entrer dans la certification. Et qui dit certification dit la satisfaction du client, c'est-à-dire de l'usager, du citoyen. Donc le citoyen est au centre de nos préoccupations. Cette étude-là, je pense que va nous permettre d'avoir un avis, en tout cas sur ce qu'on est en train de faire sur les transferts aux collectivités territoriales. Donc cette étude qui fait l'objet de la présente restriction permettra peut-être à démontrer, j'en suis sûr, que les efforts déployés par le gouvernement pour rencontrer les différents engagements, tant au niveau des critères qualitatifs que pour les repères structurels. Je ne doute pas que docteur, l'expert, vous allez nous donner un regard lucide sur la qualité de la gouvernance économique et budgétaire mise en œuvre par le gouvernement. Sans vouloir rentrer dans les détails, je crois que le niveau de transfert aux collectivités locales, jamais atteint par le passé, exprime partiellement les efforts de l'État pour, par exemple, pour donner une situation de départ ou bien de base sur ces transferts. Par exemple, pour la loi de finances 2024, le montant global des transferts aux collectivités territoriales s'élève à 109 666
dont 22 milliards sur financement de la Banque mondiale, destinés pour 123 communes bénéficiaires du PACASEN, sur la base de l'atteinte de leur performance, et 87 milliards 410 sur ressources propres et destinés à l'ensemble des collectivités territoriales. Vous voyez que nous avons noté une progression de plus de 10 milliards par rapport à 2023. Ceci marque l'accompagnement constant que l'État fait au niveau des collectivités territoriales. Mais nous sommes loin de faire une autosatisfaction. C'est même l'objet de cette étude qui va nous expliquer les points d'attention, en tout cas les améliorations attendues, les espérances des populations pour mieux faire encore avec les transferts. Donc je laisserai peut-être le soin à l'expert, au docteur, de présenter ses conclusions préliminaires ou provisoires. Après, les échanges qui seront fructueux permettront de l'enrichir. Il y avait des contraintes de temps pour que nous rencontrions le docteur. Je crois que Bigué nous avait mis en report, mais il y avait des contraintes d'agenda. On n'a pas pu se rencontrer. Je ne sais pas si on rencontrait le Trésor. Je me réjouis aussi de la présence du Trésor dans cette séance, parce que nous sommes toujours très budgétaires, mais vraiment, Koporgé, c'est le Trésor, l'argentier. Donc nous sommes vraiment contents de leur présence. Peut-être ils diront un mot ils nous ont rejoints dans ce processus. Je crois que je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est vraiment au nom du ministre des Finances et du Budget et du directeur général du budget que nous sommes là et qu'ils nous ont instruits de vous accompagner sur tous les plans en matière de finances publiques, et nous nous réjouissons de notre présence. Merci. Merci beaucoup. En effet, nous étions, lorsque nous nous sommes rendus à Dr Hazim était en déplacement, mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui avec nous, on a un autre acteur crucial qui nous accompagne pour cette restitution et pour nous apporter son expertise et surtout plus d'orientation par rapport à un secteur, par rapport au secteur extractif, qui est un aspect déterminant de cette étude. Il s'agit du ministère des Mines et de la Géologie, représenté par M. Ibrahim Gueye, qui est président de cette séance. Bonjour M. Gueye. Bonjour Madame Nia. C'est allumé. Merci. Donc c'est le collègue Diop qui a eu l'amabilité de bien me transférer la présidence. Donc j'aurais bien voulu qu'on fasse une transition générationnelle, comme c'est des jeunes collègues. Donc comme nous sommes maintenant un peu plus vers la sortie, donc nous acceptons avec plaisir, mais ces propos auraient pu tenir lieu vraiment d'ouverture, parce qu'il a donné le cadrage vraiment au niveau de l'État, avec les orientations au niveau du ministère des Finances. Donc, mesdames, messieurs les élus locaux, monsieur le coordonnateur du LEG Africa, monsieur le représentant de USAID AGFFP, monsieur le représentant de l'URAC, mesdames, messieurs les représentants des différents départements ministériels, mesdames, messieurs les représentants des différents organismes de la société civile, monsieur le consultant, mesdames, messieurs. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui que nous avons accepté de participer à cet important atelier qui vise sur la restitution de l'étude sur les ressources budgétaires. Donc l'invitation a été adressée au ministre Omar Sarr, qui présentement se trouve hors du territoire national. Donc nous avons pu avec Madame Ndaw Aminata Seck, qui est notre directrice de la réglementation, vraiment faire l'effort de venir participer à cet important atelier et de voir autant que possible comment
nous pouvons faire les contributions nécessaires, mais surtout aussi recevoir les feedbacks de l'importante étude pour mieux affiner davantage les orientations et les stratégies qui seront dégagées au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. Donc, mesdames, messieurs les organisateurs, nous nous réjouissons particulièrement de l'importance de cet atelier. Donc, comme on l'a dit, il y a 3 éléments qui manifestent vraiment notre intérêt vraiment à participer à cet atelier et à contribuer à ce que les résultats qui sortiront vraiment de ces échanges et partages puissent vraiment servir pour qu'une amélioration beaucoup plus sensible des conditions de vie de nos populations. D'abord, le périmètre de l'étude constitue notre cible d'intervention prioritaire. C'est les collectivités territoriales qui sont impactées. Donc ça nous intéresse à plus d'un titre. La plupart de nos actions sont prioritairement orientées vers ce cible. Le deuxième intérêt, c'est sur le cadre juridique. Principalement, nous exerçons au niveau du code minier de 2016, donc où il y a le trame de l'exposé des motifs qui avait insisté sur la révision du code de 2003 qui vise à rééquilibrer la gouvernance du secteur. Parce qu'il avait été constaté un déséquilibre manifeste dans vraiment la redistribution des profits tirés de l'exploitation minière. Donc, autant que possible, ce code a pu essayer de répartir de façon plus avantageuse entre les 3 acteurs clés. 3 acteurs clés, c'est l'État, ce sont les investisseurs, mais aussi ce sont les populations impactées. Donc, le code a essayé autant que possible de mettre en place des outils et des mécanismes dont les plus importants sont le fonds d'appui et de péréquation. Et le deuxième mécanisme essentiel, c'est le fonds d'appui au développement local. Bon, jusqu'à présent, avec souvent les lenteurs et les lourdeurs qui sont au niveau de nos administrations, ces fonds ont du mal à atteindre leur niveau optimal en termes d'exécution au profit de nos collectivités territoriales. Donc, il s'agit de voir à travers les différentes contributions de l'étude comment nous pouvons faire pour améliorer encore davantage cette opérationnalisation et que les ressources puissent vraiment arriver. Après la partie réglementation, c'est ce qu'on appelle la légitimation des activités minières. Aujourd'hui, il est bon d'avoir ce qu'on appelle la licence légale. C'est le fait de déposer une autorisation en bonne et due forme que l'État vous donne. Mais dans le secteur, au niveau international, les standards retiennent que l'élément le plus déterminant dans une exploitation minière, c'est la légitimation. C'est ce qu'on appelle autrement la licence sociale. Aujourd'hui, les compagnies ont un défi. Au-delà de ce que l'État peut leur conférer en termes de légalité, de pouvoir acquérir par elles-mêmes une légitimation de base. C'est-à-dire arriver à ce que les populations puissent s'approprier du projet. Et il est unanimement admis que c'est un des facteurs clés qui devrait permettre que les exploitations minières futures puissent se dérouler dans une certaine quiétude au niveau de nos terroirs. Sinon, comme l'a expliqué Eliman, ça va être des affrontements et des oppositions de plus en plus virulentes et violentes qui peuvent, comme récemment à Kédou, déboucher même sur des morts d'hommes. Et ça, c'est très fort regrettable. C'est une activité qui devrait nous valoir des valeurs ajoutées en termes de développement et de bien-être et non nous valoir des vraiment pertes en vue humaine et autres. Donc c'est vraiment l'élément aussi qui est extrêmement important. C'est pourquoi je réitère au nom du ministre Oumar Sarr toutes nos félicitations aux différents partenaires qui ont pu vraiment accompagner cette initiative et permettre à ce que par l'approche aussi qui est tout aussi souhaitable. Parce que dans notre administration et dans notre pays, de façon générale, on a l'habitude de beaucoup parler, mais de faire peu d'études et de recherches. Or, en termes de méthodologie, pour pouvoir vraiment avoir une certaine prééminence sur les problématiques majeures, il faudrait les précéder par une étude sérieuse et quantitative
qui puisse permettre d'avoir les éléments objectifs qui pourront fonder la décision et permettre à ce que l'activité puisse normalement être érigée. Parce que ce qui fait la pertinence de l'approche, souvent c'est en comparaison avec ce que nous avons dans nos différents codes. Nous avons des codes très bien écrits qui respectent tous les standards internationaux, mais qu'on a du mal à appliquer. C'est parce que souvent c'est le code qui précède la réflexion. On a une belle idée, au lieu de creuser l'idée, de la partager, de faire des recherches pour avoir des trucs, on préfère mettre l'idée directement dans le code, l'écrire. Et souvent on peut rester 2 ans, 3 ans, comme c'est le cas, ou 4 ans, on ne sait pas comment matérialiser l'idée. Ce qui fait que dans l'approche méthodologique, il est toujours conseillé, certainement le consultant y reviendra, de procéder d'abord par des recherches objectives, exhaustives, qui puissent permettre de déceler les options, les stratégies, les orientations, et c'est à partir de là que la réglementation doit être utilisée comme support. La réglementation, je le dis à nos amis juristes, c'est un support. Mais ce n'est pas la réglementation qui règle une problématique. Une problématique ne se règle pas par la réglementation, mais il faut procéder par une recherche, dégager des stratégies et utiliser le support de la réglementation comme le support de l'organisation pour que la mise en œuvre soit efficiente. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est les satisfactions que nous avons déjà. C'est pourquoi nous attendons avec impatience la restitution de l'étude pour vraiment pouvoir nous confirmer dans certaines perceptions ou peut-être nous donner encore beaucoup plus d'éclairage sur des voies qui pourraient être susceptibles d'améliorer de façon substantielle le niveau de vie de nos populations. Sur ce, je voudrais au nom du ministre Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, déclarer ouvert ce présent atelier de restitution de l'étude sur les ressources budgétaires, les mécanismes de transfert vers les collectivités territoriales et les dépenses sociales en fonction des priorités des collectivités impactées par les industries extractives. Sur ce, je vous remercie de votre très aimable attention.